Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur radioavolete.com. Débat panafricain, coup d'état militaire au Niger et transition militaire au Mali, Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Nouveau départ ou perpétuel recommencement. On va essayer d'animer ce débat avec nos invités panafricains. D'abord, on accueille en Afrique, justement en Guinée-Conakry, Souleymane Konaté. Bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain. Bonsoir surtout à vos millions d'auditeurs. Merci beaucoup. Je vous présenterai comme il faut quand on va commencer le débat proprement dit. On accueille en France Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à toutes les personnes qui sont à cette émission pour débattre et bonsoir aux auditeurs et à toutes les auditrices également. On accueille au Togo à Lomé, professeur David Ekwedoucet. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir également aux invités et je salue tous ceux qui nous suivent. En Suisse ici, on accueille Adama Touré. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir chers collègues panélistes, bonsoir aux auditeurs. Merci beaucoup Adama Touré de participer à ce grand débat panafricain. Et justement, au Niger, il a fallu au moins 24 heures pour que le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger, confirme le renversement du président Mohamed Bazoum. La Constitution est suspendue et les institutions issues de la Constitution sont également suspendues. Et la CEDEAO est attendue demain dimanche au Niger. Et quant à l'Union européenne, elle a menacé de suspendre tout appui budgétaire. Alors, rapidement, Adama Coulibaly, dans un communiqué lu à la télévision nationale jeudi dernier, les militaires justifient le coup d'État par une mauvaise gouvernance. Vous avez suivi l'information. Comment est-ce que la population africaine a réagi, surtout les Nigériens, vous avez aussi l'information. Et nous-mêmes, quelle est notre réaction par rapport à cette situation au Niger, Adama Coulibaly? Eh bien, un coup d'État n'est jamais quelque chose de fortuit. Donc ça, on est dans cette zone de l'Afrique, zone sahélienne, on a déjà eu quelques précédents et qui ont ravi les populations, il me semble. Et j'ai l'impression que cette fois-ci encore, si on en croit les informations qui nous sont parvenues, notamment hier, la population est sortie et certains même, il y a même eu des débordements puisque certains s'en sont même pris à l'ancien régime, à son siège. Il faut dire que dans les plateformes panafricaines où je suis moi, c'était plutôt un grand ouf de soulagement. Parce que le Niger apparaissait comme un sanctuaire de terroristes. Et il y a eu déjà des populations nigériennes frontalières au Burkina et au Mali, donc ce qu'on appelle la zone des trois frontières, l'Iptakougouma, des populations de certains villages de cette zone du côté du Niger qui avaient protesté d'ailleurs contre les autorités, face aux agissements des autorités nigériennes, en disant que le Niger était devenu un endroit, un point de repli pour les terroristes qui venaient se préparer là et qui allaient attaquer le Burkina Faso et le Mali en faisant des exactions au passage contre les populations. Voilà, c'était cette situation. Sinon, personne ne peut se réjouir d'un coup d'État. Mais il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte de guerre au Niger, au Mali, au Burkina et dans tout le Sahel d'ailleurs. Et que dans ce contexte-là, face à ce que les militaires ont dit dans le communiqué, dans les trois premiers communiqués que vous évoquez, et également dans l'allocution qu'on a eue par la suite du général Tiani, eh bien, il apparaît très clairement ce que j'ai dit là, que donc le président et son équipe semblaient travailler pour des intérêts obscurs. Et ça apparaît très clairement lorsqu'il dit que le président faisait libérer de manière extrajudiciaire des terroristes lourdement armés et qui reprenaient naturellement leur sale besogne. Et que également les militaires auraient attiré l'attention donc à plusieurs reprises du président qui n'a rien voulu entendre. Donc
dans ce contexte, on ne peut que se réjouir si toutefois cette dynamique qui va être enclenchée rejoint la dynamique qui a déjà été impulsée par les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Et donc je cite ces pays-là parce qu'il y a d'autres pays où il y a la Guinée, mais ces deux pays parce que c'est la même situation qu'au Niger au niveau de l'insécurité. Donc c'est donc dire que s'il y a une véritable dynamique entre ces trois pays, je pense que nous serons arrivés au bout du terrorisme, qui n'est en fait que la manifestation, comme l'a dit en Union soviétique, j'allais dire, en Russie, pardon, en Russie, le capitaine Traoré, eh bien, c'est donc une des manifestations les plus horribles, les plus violentes, les plus détestables du néocolonialisme et de l'impérialisme, cette histoire de terrorisme. Donc, ça sera aussi l'occasion non seulement de régler ce problème de sécurité, et ensuite de régler également, dans la même foulée, un problème de souveraineté. Il faut rappeler quand même qu'un coup d'État n'est jamais, j'insiste là-dessus, une situation souhaitable, parce que ça vient briser une situation de fonctionnement d'institutions acceptées par la classe politique et la classe dirigeante de nos pays qui se trouvent avoir trahi l'essentiel des intérêts de nos populations. Ce qui veut que cette démocratie devienne superchérée. De ce point de vue, en tant que panafricaniste, nous avons considéré qu'enfin, il y avait des gens qui se dressaient contre cette déliquescence des libertés et de la sécurité dans nos pays, parce que, justement, il s'agit de cela, il s'agit d'une lutte d'intérêt, intérêt en faveur du peuple ou intérêt pour les puissances extérieures. Une dernière chose, c'est de dire que, en fait, la situation telle qu'elle s'est produite, s'explique par le fait que l'institution armée, l'institution militaire est la mieux organisée et la plus disciplinée dans nos pays. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est par ce biais-là, malheureusement ou heureusement, que souvent les révoltes populaires prennent corps à travers, justement, cette forme de révolte. D'accord. En tout cas, on a compris, docteur Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président de l'APP Boukindi, l'alternative patriotique panafricaine, basée donc parti politique basé donc au Burkina Faso. Donc, d'après tout ce que vous avez dit tout à l'heure, on a compris que vous, à votre niveau, vous avez plutôt salué ce coup d'État. On va retrouver depuis Conakry, en Guinée-Conakry, Souleymane Konaté, qui est membre du conseil politique de l'UFDG, Union des forces de changement, de Cellou Dalein Diallo. Souleymane Konaté est également chargé de communication de Cellou Dalein Diallo. Rebonsoir, Souleymane Konaté. Bonsoir, M. Sylvain. Moi, c'est Union des forces démocratiques de Guinée. Union des forces démocratiques de Guinée. Autant pour moi. Alors, vous avez suivi justement ce coup d'État militaire au Niger et en tout temps, ce débat devait également se faire autour des transitions militaires, notamment en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. Donc, ce coup d'État coïncidait avec ce débat panafricain. Alors, quelle est votre réaction d'abord sur ce coup d'État militaire au Mali, d'ailleurs salué par beaucoup de panafricains? On a vu également que la population, surtout nigérienne, ont bien apprécié ce coup d'État selon des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Souleymane Konaté. J'ai l'habitude de dire chez nous en Guinée ici que les coups d'État, c'est une mauvaise solution au vrai problème. On ne peut jamais se réjouir d'un coup d'État. Nous, en Guinée, on en a l'expérience. Le 5 septembre 2021, on était nombreux dans les rues de Conakry pour célébrer l'avènement des militaires au pouvoir parce qu'ils nous débarrassaient d'un régime despote, inique et antidémocratique. Mais aujourd'hui, les pratiques anciennes reprennent de plus belle et l'armée est en train de suivre les traces de M. Alpha Condé. Les arrestations, les kidnappings, les assassinats ciblés reprennent de plus belle. Et ça, ce n'est pas de nature à faire avancer la démocratie. Mais puisqu'on parle du Niger, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a appris, n'est-ce pas, ces événements malheureux qui se passent chez nos frères du Niger. Parce que quoi qu'on dise, le président Bazoum a été démocratiquement élu. On peut lui reprocher énormément de choses, mais l'arbitrage là, il appartient au peuple nigérien à travers des élections libres, inclusives et transparentes. Si le peuple nigérien
estiment qu'il n'est pas digne de leur confiance, on pourrait le sanctionner naturellement dans les urnes. Aujourd'hui, les militaires créent énormément de problèmes. Quelqu'un disait tout à l'heure que les institutions militaires restent les mieux organisées. Je dis d'accord, mais après, l'usage excessif, n'est-ce pas, de la force pour prendre le pouvoir, c'est une rupture que ça crée, et ça crée énormément de tensions et de situations difficiles. Quand vous prenez la bande sahélo-sahélienne, c'est une zone totalement instable. Quand vous prenez le Mali aujourd'hui, le territoire à 40%, les autorités maliennes ne contrôlent pas. Ce sont les groupes djihadistes qui opèrent dans ces milieux-là. On s'est débarrassé de la France. Le groupe Wagner intervient dans ce domaine-là, dans ce milieu-là actuellement, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène. Quand vous prenez le Niger, il y a des bandes également qui opèrent là-bas tout au long, n'est-ce pas, des frontières et qui vont jusqu'au Nigeria pour se joindre au groupe Boko Haram pour terroriser les populations. Nous disons que la place de nos forces de défense et de sécurité, c'est d'abord la protection, n'est-ce pas, de nos populations, la protection, n'est-ce pas, de nos différents États. Mais que l'armée intervienne à chaque fois pour prendre le pouvoir de cette façon-là, nous disons que c'est un recul grave. Mais nous, ça nous interpelle aussi sur le rôle de la CEDEAO. Cette CEDEAO, aujourd'hui, elle est inerte. Il y a 3 mois de cela, je signais une tribune dans la presse africaine que j'ai intitulée « Crise multiforme et défis, l'inertie de la CEDEAO face aux dérives arbitraires qui menacent la sécurité et la démocratie dans la sous-région ». Aujourd'hui, quand vous lisez la charte africaine en matière de démocratie et de bonne gouvernance, quand vous lisez le protocole additionnel de la CEDEAO, il est écrit noir sur blanc que toute prise de pouvoir par la force est un coup d'État. Et toute modification de pouvoir dont le seul objectif est de permettre à un homme de s'éterniser au pouvoir est aussi un coup d'État. Quand vous regardez aujourd'hui les chefs d'État en exercice au niveau de cette institution sous-régionale, vous vous rendez compte que la plupart n'obéissent pas, n'est-ce pas, aux règles et aux principes démocratiques. Monsieur Alassane Ouattara a modifié la constitution sur lui au prix de la vie humaine, il s'est camponné au pouvoir et il a fait ce 3e mandat. Quand vous prenez au Togo, ils sont à leur 3e ou 4e mandat, je ne sais pas trop. Donc c'est pas ces gens-là qui sont des interlocuteurs fiables pour dire aux militaires de ne pas faire irruption dans le jeu démocratique pour, comment on appelle ça, pour mettre à terme tout ce qui a été construit durant des années. Quand Alassane Ouattara arrive en Guinée, il ne va pas parler de démocratie au colonel Mamadi Doumbouya parce qu'il a fait un coup d'état civil sur lui. Le colonel Mamadi Doumbouya a pris des armes pour s'emparer du pouvoir. Donc ça crée des situations difficiles comme ça. Et aujourd'hui, la CEDEAO est née. C'est un jeu d'intérêt. Quand il s'agit du Sénégal, personne n'en parle. Le jeune opposant Sonko a été plusieurs fois séquestré au Sénégal là-bas, plusieurs fois violenté, plusieurs fois menacé même de mort par les autorités sénégalaises. Vous avez écouté l'ancien président en exercice de la commission de la CEDEAO, M. Ambalo, prendre la parole pour dire non, les opposants ils font excès de zèle, donc il faut laisser le pouvoir faire son travail, comme si on ne parle pas de la même démocratie, alors que quand c'est en Guinée, quand c'est ailleurs, ils sont prompts, ils sont dynamiques à pointer, n'est-ce pas, par rapport à ce qui ne marche pas. Nous disons que cette politique de 2 poids mesures ne rassure personne et l'institution sous-régionale, malheureusement, n'est pas en train de jouer son rôle. Et si rien n'est fait, les militaires vont prendre le pouvoir un peu partout. Le jeune Burkinabé se démarque aujourd'hui. J'ai écouté son discours à l'occasion de la conférence russo-africaine. Je dis que c'est un très bon discours. Il faut arriver à implémenter ça dans nos différents États pour arriver à une CEDEAO non seulement des peuples, mais permettre aussi aux populations de la sous-région de connaître la stabilité, la paix, la quiétude, mais surtout promouvoir, j'allais dire, les principes de démocratie, de liberté et de l'état de droit. Sans quoi on va tous rester dans cette instabilité et cela n'arrange personne. D'accord. Eh bien, justement, cela n'arrange personne. On va voir si, justement, cette transition militaire fonctionne très bien, que ce soit en Guinée, Conakry, au Mali, au Burkina Faso, maintenant, justement, au Niger. Alors, on va relancer maintenant Adama Touré, qui est membre du bureau politique du parti coutumier dignitaire des institutions natives. Rebonsoir, Adama Touré. Bonsoir, Sylvain. Alors, vous êtes en Suisse, vous avez suivi nos invités panafricains qui, justement, en conclusion, ont salué ce coup d'État quand même au Niger. Alors, contrairement aux dirigeants qu'ils ont démis de leur mandat, est-ce que les militaires seront-ils mieux préservés la souveraineté politique et économique, notamment au Mali, au Niger, maintenant au Burkina Faso et en Guinée-Conakry? Adama Touré. Merci Sylvain. Et alors tout d'abord, je condamne aussi ces coups d'État par principe et aussi au nom du mouvement des dignitaires des institutions natives parce que c'est un principe démocratique
qui n'a pas prévalu ici. Et donc, pour moi, par principe, nous condamnons par principe tout coup d'État d'abord. Et donc, celui du Niger ne déroge pas à la règle, parce que c'est une question de principe. Après ça, il faut reconnaître que le coup d'État malien d'août 2020 a enfanté, en gros, en vérité, ces autres coups d'État qu'on voit. Et donc, il faut en tirer des leçons. Et, parce que ce n'est pas fini. Je pense qu'il y a d'autres régimes aussi qui sont menacés, d'autres régimes pseudo-démocratiques qui sont menacés en Afrique. Et donc, il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Moi, je voudrais d'abord alerter et inviter le public à prendre conscience qu'il y a d'abord un vent nouveau qui souffle en Afrique maintenant, qui est le vent de la rupture avec la tutelle française. Ce vent nouveau est là. Et il faut faire avec. Il faut vraiment, c'est l'éléphant dans la pièce. Il faut compter avec ça. Et c'est ça qui explique le succès populaire des coups d'État dans nos différents pays. Maintenant, les coups d'État ont aussi montré les limites, parce qu'il faut un coup d'État, d'accord, parce que le régime démocratique, pseudo-démocratique, n'en était pas un. Bon, ça n'a pas fonctionné. Le mécanisme de régulation du pouvoir ne fonctionne pas. Et les militaires renversent par la force le pouvoir pseudo-démocratiquement élu. D'accord, mais il faut un projet politique, il faut une doctrine politique pour réguler, pour gouverner un pays, pour mettre un pays sur les rails. Et c'est ça qui manque, en fait. Et je vais vous dire que maintenant, au Mali, ça fait 3 ans qu'on est sous un régime de transition. Et le régime vient de faire voter un projet de constitution. Et donc, la constitution, on a une nouvelle constitution du Mali. Et donc, a priori, il faut se réjouir lorsqu'un peuple adopte un nouveau texte fondamental. Mais là, pour le cas du Mali, par exemple, c'est vraiment le document essentiel qui sanctionne, en fait, qui couronne, en fait, ces systèmes ces régimes de transition. Mais moi, j'ai presque envie de définir cette constitution comme un coup d'État, comment je vais appeler ça? Adama Touré, sans langue de bois, est-ce que vous n'êtes pas totalement satisfait de la transition malienne, hein? Vous avez dit, ça fait déjà 3 ans, vous n'êtes pas totalement satisfait, puisque Souleymane Konaté a évoqué le même cas en Guinée-Conakry. On a une coup d'étatisation maintenant au Mali. Ce n'est plus une constitution, c'est une coup d'étatisation. Je vais dire quoi par là? Je ne suis pas vraiment satisfait, je suis très mitigé, puisque maintenant c'est avéré avec ce projet de constitution que le mécanisme le plus adapté pour réguler les jeux politiques au Mali, c'est le coup d'État. Cette constitution valide en fait le coup d'État comme un mécanisme institutionnel parmi d'autres. Pourquoi? Parce que la constitution condamne les dirigeants, les auteurs de coup d'État comme des personnes, comme des criminels dont le crime ne sera jamais pardonné. Donc, les seules personnes que la Constitution, que toutes les constitutions du monde d'ailleurs, les seules personnes qui sont nommément indexées comme criminels, eh bien, si ces personnes révisent la Constitution du pays, ça veut dire que c'est un comble en fait. D'accord. Donc pour revenir à ma question, je l'ai dit, est-ce que contrairement aux dirigeants qu'ils ont démis de leur mandat, ces militaires seront-ils mieux préservés la souveraineté politique, économique dans ces pays-là, notamment en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Alors, pour l'instant, il y a eu le coup d'État, comme je l'ai dit, mais maintenant, il faut une doctrine politique. D'accord. Et les militaires, par définition, n'ont pas ça. Pourquoi?
Parce que la politique, c'est... Donc, est-ce que la société civile africaine ne peut pas les accompagner? Est-ce que la société civile africaine ne peut pas les accompagner? Que de les... Bon, disons, que de les critiquer, ou on ne sait pas. Oui, permettez-moi quand même de... En fait, ils sont accompagnés déjà par la société civile sélective. Hein. Simplement, c'est eux qui choisissent qui peut les accompagner, qui il faut jeter en prison. Nous, par exemple, notre mouvement, depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, on n'a pas été reconnu comme parti politique en violation de nos droits constitutionnels. Donc, comment on va accompagner un gouvernement qui nous confisque nos droits politiques de faire valoir notre opinion par D'accord. On va revenir. Donc, on va y revenir, hein, sur justement le pourquoi vous n'êtes pas totalement satisfait de cette transition militaire au Mali. On va retrouver en ligne depuis Lomé au Togo le professeur David Ekwe-Dossé. Il est premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Bonsoir, professeur David Dossé. Oui, Amos, bonsoir. Comment allez-vous, puisque vous revenez, il y a 24 heures, vous revenez d'Abuja, vous avez organisé une conférence, la CEDEAO des peuples, justement. On a vu une copie, justement, du document de la conférence de presse. Là, il y a un mot-clé, il y a une phrase clé qui a attiré notre attention. Vous l'avez dit, la limitation des mandats doit être une pierre angulaire dans la construction de ce nouveau narratif et dans la volonté farouche de mettre l'institution au service des communautés. Alors, vous avez suivi également ce coup d'État militaire au Niger. D'abord, quelle est votre réaction et quel était l'objectif même de cette conférence de presse à Abuja? Oui, effectivement, nous étions un certain nombre d'organisations citoyennes à s'être donné rendez-vous à Abuja, au cœur de la cité de la CEDEAO, afin d'adresser un message fort à l'endroit des dignitaires de cette institution. J'ai écouté mes prédécesseurs et je crois que tout le monde dit pratiquement qu'il y a une vraie crise de légitimité à la tête de nos États. Et cette crise de légitimité, je crois qu'elle s'illustre de plusieurs façons, mais c'est surtout cette volonté inacceptable des régimes de se maintenir contre la volonté des peuples qui constitue pour nous un vrai problème. D'aucuns parleront de coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir, d'autres parleront de coup d'État électoraux pour se maintenir au pouvoir. On parlera également des putsch, puisque c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Mais donc, cette situation nous a amené à dire qu'il était temps aujourd'hui de demander à la CEDEAO d'adopter la limitation des mandats présidentiels. Elle l'avait tenté en 2015, puis en 2022. À chaque fois, ça a été un échec. Et donc, nous avons fait cette conférence de presse avec une déclaration forte qui revient sur cette nécessité d'adopter cette disposition. Et bien sûr, nous ne le savions pas, mais cette conférence de presse a été précédée la veille par un coup d'État au Niger. Et donc, nous étions vraiment dans l'actualité. Et pour moi, en tant que citoyen africain, je crois que moi qui suis un militant pro-démocratie, je souhaiterais que la dévolution du pouvoir politique se fasse désormais de façon civilisée dans nos pays. N'oublions pas, ne faisons pas comme si les pouvoirs militaires était quelque chose de totalement nouveau en Afrique. Ne faisons pas comme si les putsch n'étaient pas connus en Afrique. Dans les années 80, nous savons que si nous prenons le cas de la CEDEAO, plus de la moitié des régimes étaient des régimes militaires. Nous savons ce que ça nous a coûté. Et c'est pour cette raison que les gens se sont battus pour mettre fin au putsch, au coup d'État militaire et faire en sorte d'aider à la consolidation de la démocratie dans nos pays. Malheureusement, les régimes civils qui ont suivi ont par moments eu à faire pratiquement les mêmes choses que les dictateurs militaires qui étaient au pouvoir. Et les civils, eux, ont inventé ces différentes techniques, ces différents stratagèmes dont j'ai parlé tantôt. On modifie la constitution, on remet le compteur à zéro, on trafique le code électoral, les élections sont viciées, etc., etc. Et ceci, de mon point de vue, a vraiment entraîné une vraie crise de légitimité et cela favorise le retour des militaires. Maintenant, pour en revenir au cas nigérien, je dois vous dire que nous, de façon claire et explicite, nous qui étions à Abuja, nous avons condamné le coup d'État.
Nous avons condamné le coup d'État en tenant compte des raisons avancées par les militaires qui nous ont paru assez légères, puisque le contexte tel qu'il a été présenté, tel qu'il a été expliqué, c'est que le pouvoir du président Bazoum, même si nous savons dans quelles conditions M. Bazoum a été élu, je ne voudrais pas insister là-dessus, le pouvoir était en train de procéder à une réorganisation du dispositif sécuritaire lorsque le général Tchani, qui devait, semble-t-il, être remplacé, a décidé de prendre le pouvoir. Je crois que c'est assez léger et c'est une manière, de mon point de vue, en tout cas, de mettre la volonté, les intérêts personnels devant les intérêts du peuple nigérien. Et donc, il faut faire attention. Je ne voudrais pas qu'on compare le cas nigérien au cas malien. Je ne voudrais pas qu'on compare le cas nigérien au cas burkinabé. Et donc, les militaires ont la force. Les militaires ont pour rôle de défendre l'intégrité du territoire national. Cette tendance à vouloir à chaque fois prendre le pouvoir, en tout cas au Niger, quand vous voyez l'histoire du Niger, vous voyez que l'histoire a été émaillée par plusieurs mouvements. Les militaires sont intervenus plusieurs fois dans la gestion des affaires politiques du pays et ce n'est peut-être pas la meilleure chose si on veut vraiment aider à ce que le processus de démocratisation puisse éclore au Niger. Le président Bazoum, il est arrivé dans des conditions mi-figue, mi-raisin, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'était quand même un processus. Nous sommes en relation étroite avec des acteurs de la société civile du Niger. Avant de me prononcer, j'ai eu quand même, par politesse, à les interpeller, à leur demander, mais quel est votre sentiment, vous qui êtes Nigérien, vous qui êtes de ce peuple, quel est votre sentiment par rapport à ce coup d'État? Et sans embâche, ils m'ont dit, nous condamnons ce coup d'État. Nous avons combattu Issifou. Nous pensons que Bazoum, c'est le produit de Issifou. Nous combattons Bazoum, mais ce coup d'État nous ramène en arrière puisque nous étions quand même inscrits dans un processus. Nous avions déjà la limitation de mandat. Nous avions d'autres choses à obtenir en continuant la bataille, mais ce coup d'État met fin définitivement à ce processus et c'est comme un travail de Sisyphe, il faut revenir en arrière. Donc, par respect à cette position exprimée par nos camarades de la société civile du Niger, nous avons également pris sur nous de les suivre et de dire que nous aussi, nous condamnons ce coup d'État par principe d'abord et par respect pour les Nigériens. Justement, on peut comprendre votre réaction en tant que société civile. Hein? Dans cette émission, il était prévu que Moussa Tchangari, acteur majeur de la société civile nigérienne, qui est également secrétaire de l'association alternative Espace Citoyen, devrait participer depuis Niamey à ce débat citoyen. Mais malheureusement, il n'a pas répondu. Sûrement que la ligne ne fonctionne pas comme il faut puisqu'il y a eu coup d'État dans ce pays. Sûrement qu'on va les retrouver plus tard. Alors, avant de prendre congé de vous, professeur David Dossé, depuis Lomé au Togo, tout à l'heure, on comprend que vous condamnez ce coup d'État, mais les militaires, ils l'ont dit, je cite, l'action du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette action, elle est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise, et d'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. C'est ce qu'a déclaré le général Tchani. Alors, est-ce que vous ne donnez pas raison, vous qui êtes de la société civile, à ce général? Finalement, donc nous devons intervenir pour sauver le peuple nigérien. Oui, mais moi, je l'ai dit tantôt, je crois que si on prend l'histoire du Niger, les régimes civils ont été même minoritaires par rapport au régime militaire. Et le Niger est un des pays les plus pauvres au monde. Et je crois que cette pauvreté, elle n'émane pas de l'action des régimes civils uniquement. Les militaires sont déjà passés par là. Les militaires ont eu à causer beaucoup de méfaits à la société nigérienne. Et donc, les discours, on sait les écrire, mais maintenant, c'est vraiment à l'œuvre que l'on reconnaît l'artisan. J'espère vraiment que ce sont vraiment les intérêts du Niger, les intérêts nationaux qui ont guidé ce coup d'État et l'action des militaires. Je n'en suis pas convaincu, mais s'ils le disent, je veux bien leur accorder le bénéfice du doute. Et
Et j'espère en tout cas que c'est le cas et on verra bien ce qui va se passer. Mais les militaires sont déjà passés par là à plusieurs reprises. Les militaires ont très souvent fait une émission dans la gestion des affaires publiques du Niger et ça n'a pas pour autant permis au pays de décoller. Est-ce que cette fois-ci, nous aurons la chance d'assister à un vrai miracle, à un vrai bon qualitatif du Niger? Je le souhaite pour mes amis nigériens, mais permettez que je sois dubitatif parce que si on tient compte vraiment de l'ensemble du contexte qui a conduit à ce coup d'État, je ne suis pas convaincu. Quelqu'un a parlé tantôt d'idéologie. Il faut effectivement, avant de prendre le pouvoir, je pense, avoir une vraie réflexion idéologique sur ce qu'on veut faire. Je ne suis pas convaincu qu'on ait eu le temps de procéder à toute cette réflexion, toute cette analyse importante avant de prendre les rênes d'un pays. Et ça risque d'être malheureusement une gestion au jour le jour. Et là, je m'inquiète beaucoup pour le Niger, malheureusement. D'accord. Professeur David Dossé, est-ce que vous avez 30 secondes, est-ce que vous avez un mot par rapport à cette conférence que vous avez organisée à Abuja, justement sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, surtout en Afrique de l'Ouest? 30 secondes, allez-y. Absolument. Très rapidement, merci Sylvain, merci de me donner la parole encore une fois. Je voudrais vraiment insister sur cette crise de légitimité que nous connaissons dans tous nos pays. Aujourd'hui, les coups d'État les plus graves ne sont pas les coups d'État militaires. De mon point de vue, les coups d'État les plus délétères, ce sont les coups d'État constitutionnels, les coups d'État électoraux tels que nous les vivons au Togo, où quelqu'un se demandait si on en était au 4e, au 5e, au 3e mandat. On en est au 4e mandat et après avoir manipulé la Constitution, le président peut encore très bien briguer un 5e mandat au Togo. Voilà donc la vraie situation. Et donc, il faut mettre fin à cette crise de légitimité. Et pour nous, une des solutions consiste à ce que la CEDEAO adopte la limitation. Et je demande vraiment à toutes les bonnes volontés, toutes les voix qui sont suffisamment audibles, de faire de ce concept de limitation leur slogan, leur leitmotiv, afin que cette CEDEAO, qui est quand même notre institution communautaire, puisse adopter ces dispositions et donner un petit ouf de soulagement à notre espace communautaire, à notre région, et afin que nous tous nous puissions enfin commencer à construire un vrai édifice démocratique. Merci beaucoup. Merci également à vous, professeur David Ekwe-Dossé. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain en ligne depuis Lomé au Togo. Bonsoir et à très bientôt. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Et on continue le débat panafricain avec nos amis. On relance maintenant Dr Adama Coulibaly depuis la région parisienne. On continue avec ce coup d'État. Vous l'avez suivi, des Africains, des panafricains condamnent ce coup d'État, mais ils l'ont aussi expliqué. Donc le peuple nigérien, nous, selon des informations, il y a beaucoup de Nigériens qui, tout ce qu'ils vivent là-bas sur le plan économique, politique et social, ont soutenu plutôt ces militaires-là. On a vu le même cas s'est posé au Mali et tout comme au Burkina Faso. Là, est-ce qu'au Mali et au Burkina Faso, la guerre contre le fondamentalisme islamique et pour la sécurité est-elle le point d'être gagné, justement, Adama Coulibaly, quand on parle de la transition militaire au Burkina Faso? Je ne pense pas qu'il s'agit d'une guerre contre un fondamentalisme. Il s'agit d'une guerre contre des terroristes et contre leurs parrains. Parce qu'en fait, dans cette nébuleuse qui endeuille le Sahel et au-delà depuis longtemps, c'est une question d'intérêt. Une question d'intérêt de groupes criminels et de puissances occidentales, notamment, en tout cas, pas seulement occidentales, mais tout ce qui concerne cette partie, c'est les pays qui sont sous domination néocoloniale et qui sont également des victimes de l'exploitation ou de velléité, en tout cas de domination pour des fins stratégiques au niveau politique militaire, mais également stratégique au niveau de la transition énergétique par les puissances en déclin de l'Occident. C'est une civilisation qui a fait son temps et qui garde son genou sous le coude d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette nébuleuse s'appelle tantôt Al-Qaïda au Maghreb islamique ou d'autres noms, ou l'État islamique au Grand Sahara, ainsi de suite. Mais en réalité,
on voit bien quand on regarde les connexions et quand on voit aussi la duplicité de certaines puissances prétendument amies, comment ces puissances ont fait pour empêcher nos pays de s'équiper convenablement pour combattre contre cet hydre terroriste, eh bien, on comprend tout de suite que, en fait, les parrains de ces gens ne sont pas loin de ce que nous pensons être des amis. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si jamais il y a des patriotes qui sont à la tête de nos États, des patriotes et des panafricanistes, à la tête de nos États, et qui sont soucieux du bien-être des populations, de nos peuples, et qui se mettent ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour combattre cet ennemi dont le visage est couvert la nuit, mais qu'on connaît bien le jour en réalité. Eh bien, si nous nous mettons ensemble, il est clair que l'un de nos pays, certains de nos pays ne seront plus des points de repli de ceux qui endeuillent les populations. D'accord, donc Adama Coulibaly, vous faites allusion également, je ne vous coupe pas, vous allez continuer, vous faites allusion également, quand vous parlez de dirigeants patriotes, donc vous faites allusion au capitaine Traoré du Burkina Faso. On a suivi cette réincarnation du discours de Feu Thomas Sankara, hein, donc le capitaine Touré disait la même chose à ce sommet Afrique-Russie. Quand je parle non, je ne parle pas que du capitaine Traoré, il en fait partie, mais je parle de façon générale des patriotes, parce que il a été évoqué tout à l'heure les questions de pouvoir civil et de pouvoir militaire. Ce n'est pas ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est de trouver des gens qui aiment l'Afrique et qui aiment nos pays. Donc pour vous, les militaires aussi peuvent gouverner comme il faut ces pays-là. Mais bien sûr, j'en veux pour preuve deux exemples, justement. Vous venez de parler du capitaine Thomas Sankara, qui aujourd'hui encore est une icône pour les Africains, pas seulement pour la jeunesse africaine, et pas seulement pour le Burkina, et au-delà même du continent africain, et qui était un militaire. Et j'en veux pour preuve également le capitaine Jerry Rawlings, qui aussi est un militaire, et qui aujourd'hui encore a le respect de plusieurs générations d'Africains. Et donc, je pense que ce qui est important, ce n'est pas la manière, parce que ceux qui s'agrippent sur les questions de démocratie et sur les notions de démocratie, qui en fait, tel que ça a été appliqué dans nos pays, une vaste supercherie. Parce que ceux qui veulent imposer ça et qui copient la constitution de la 5e République française, ce sont des gens qui font partie d'une certaine élite qui a été formatée et qui ne pense qu'à ses propres intérêts en disant à chaque fois que le système se renouvelle, peut-être ça sera notre tour. Or, ce dont il s'agit, c'est d'être de gouverner, c'est d'être au service des peuples. D'accord. Docteur Adama Coulibaly, on va être très, très précis dans ce débat. Donc, vous, en tant que Burkinabé homme politique, vous êtes satisfait de la transition que mène maintenant le capitaine Traoré au Burkina Faso? Satisfait de la transition, nous avons fait c'est la transition à une charte qui doit être respectée. Et donc, cette charte a été signée par les forces vives de la nation. Et nous sommes sur ce chemin. Nous, en tant qu'APP Burkindi, Alternative Patriotique Panafricaine, Burkindi signifiant, et je le rappelle encore, intégrité et dignité, eh bien, nous avons fait des propositions au président Kaboré, qui ne nous a pas écoutés. Nous avons réitéré ces propositions au colonel Damiba, qui ne nous a pas écoutés, bien au contraire, qui a insulté le peuple burkinabé en faisant venir quelqu'un qui a été condamné à la prison à vie en la personne de Blaise Compaoré, et en piétinant la justice et la mémoire des victimes de ce régime de Blaise Compaoré. Et ensuite, nous avons fait des propositions actualisées au capitaine, au MPSR2, dirigé par le capitaine Traoré. Nous avons été écoutés à certains, pour ce qui concerne, par exemple, la popularisation de la lutte contre le terrorisme, puisqu'ils ont intensifié, ils ont élargi le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Il y a 90 000 personnes, 50 000 demandes, et qui ont été enregistrées 90 000. D'accord. Donc, il y a des points qui sont... Ensuite, nous avons demandé une clarification des relations
diplomatiques et de nos accords de coopération militaire avec l'extérieur. Et là-dessus, nous avons été suivis aussi, puisque nous avons été écoutés en tout cas, puisque d'accord. il y a Je comprends très bien, docteur Adama Coulibaly. Hein. On va continuer au débat. Ça veut dire que vous êtes pour le moins satisfait de la transition au Burkina Faso. Ce n'est pas le même cas, justement, selon des informations en Guinée-Conakry. Il y a quand même des problèmes. Par exemple, quand il revient, par exemple, des faits de stigmatisation et d'assassinat extrajudiciaire. Ça, ce n'est pas acceptable. D'accord. Ce n'est pas. Par contre, il y a des avancées très sérieuses sous cette transition qui a une réelle volonté de combattre le terrorisme et d'écouter le peuple et de combattre aussi parallèlement la corruption. Et ça, c'est satisfaisant pour nous. D'accord. Maintenant, il est évident que nous devons tous mettre la main à la pâte parce qu'il est facile de critiquer, mais il est encore plus difficile de proposer et surtout de s'impliquer aussi, parce que c'est une lutte qui nous concerne tous. D'accord. On va relancer maintenant depuis Guinée-Conakry à Souleymane Konaté, qui est membre du parti politique de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Donc au Burkina Faso, oui, pour le moment, selon Adama Coulibaly, ils sont satisfaits de la transition militaire dirigée par le capitaine Traoré. Alors en Guinée-Conakry, les corruptions, les gaspillages et le pillage des ressources publiques et les dérives totalitaristes reprochées justement au président déchu Alpha Condé ont-elles réellement disparu? On vous pose cette question puisque la transition au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, on se pose beaucoup de questions. Souleymane Konaté, quel est le cas chez vous? Écoutez, sur un bon nombre de choses, rien n'a pratiquement bougé en Guinée. Quelqu'un disait tout à l'heure que les militaires gouvernent mieux, mais nous en Guinée, on va vous dire Lansana Conté, il a passé 24 ans au pouvoir, le pays n'a pas bougé. Les Ivoiriens vous diront Robert Gueye, qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce n'est pas ça le problème. Quand on arrive au pouvoir, il faut avoir un projet de société, il faut avoir une doctrine, il faut avoir, comment on appelle ça, des méthodes de gouvernance, ce qui va vous permettre, n'est-ce pas, de séduire votre population et de travailler pour cette même population. Nous en Guinée, je rappelais tout à l'heure que le 5 septembre, on était nombreux à sortir dans la rue pour célébrer nos forces de défense et de sécurité qui avaient réussi à nous débarrasser du régime despote de M. Alpha Condé. Mais aujourd'hui, les vieilles pratiques reprennent de plus belle. Je disais tout à l'heure que les arrestations, les assassinats ciblés, l'interdiction systématique des manifestations sur l'espace public restent interdits sous le CNRD, ce qui est une violation grave, non seulement de la charte qu'eux-mêmes ils ont élaborée, on peut oser au Guinée, mais aussi c'est une violation du protocole additionnel de la CEDEAO et tous les textes, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de la charte africaine en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Aujourd'hui, les militaires refusent de dialoguer avec les acteurs représentatifs du peuple de Guinée. Ils sont arrivés à un accord avec la CEDEAO autour de 10 points sur un délai de 24 mois, mais aujourd'hui, toutes les actions validées par la CEDEAO, rien n'a véritablement commencé sur le terrain et aujourd'hui, on est en train de se cacher derrière le nationalisme béant pour faire croire aux Guinéens que, voilà, on est en train de travailler pour eux, il y a l'impérialisme qui veut détruire tout en Guinée, alors qu'en réalité, c'est eux qui sont en train de tout détruire. Parce que lorsque... Souleymane Konaté, est-ce que ce ne sont pas des paroles d'un opposant que vous êtes? Non, ce ne sont pas les paroles d'un opposant. Je le disais dans une de nos émissions précédentes qu'il ne faut pas faire de la politique politicienne. Sous le CNRD, nous saluons beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans le cadre du bitumage. Il y a beaucoup de projets de gré à gré dans ce secteur qu'on a donné aux militants de l'ancien régime et on a donné aux proches du président. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir sur tout ça. Dans le secteur minier, ils sont arrivés à beaucoup de résultats qu'Alpha Condé n'a pas pu faire en 11 ans. Donc, nous disons que cela n'est pas le problème. La transition a véritablement deux objectifs. Premièrement, puisque c'est une rupture démocratique, c'est de gérer les affaires courantes. Deuxièmement, c'est organiser des élections libres, crédibles et transparentes pour permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens de choisir librement l'homme ou la femme capable de conduire leur destinée. Mais encore une fois de plus, quelqu'un le disait que la CEDEAO doit pouvoir imposer, n'est-ce pas, le nombre, la limitation de mandats. Ils ont essayé ça à un bon moment, mais la CEDEAO jusqu'à présent est incapable d'appliquer ses propres textes. Je disais tout à l'heure que la charte africaine en matière de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance est très claire. On dit tout changement, toute prise de pouvoir par la force autre que les urnes, pardon, est un coup d'État. Et toute modification de constitution dont le seul objectif est de permettre à un homme de s'éterniser au pouvoir est également un coup d'État. Aujourd'hui, nombre de chefs d'État, n'est-ce pas, n'existent dans l'espace CEDEAO, ne remplissent pas cette condition telle que définie par la charte africaine ou le protocole additionnel de la CEDEAO. Nous disons que c'est le peuple qui va en pâtir parce qu'aujourd'hui, les militaires ne sont pas en train de comprendre la nécessité de prendre
en compte la question sécuritaire. Le Mali, 40% du territoire est occupé par Souleymane Konaté, et devant cette situation, que dit la population guinéenne? Et aujourd'hui, la population guinéenne en a le ras-le-bol. C'est pourquoi partout aujourd'hui sur le territoire national, il y a des manifestations un peu partout. Le colonel Mamadi Doumbouya a sorti l'armée sur l'ensemble du territoire national pour réprimer toute forme de contestation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 86 Guinéens froidement assassinés. Leur seul tort, c'est de dire non à la confiscation de pouvoir et non à la confiscation de nos libertés individuelles et collectives. Beaucoup de leaders de la société civile et des partis politiques sont aujourd'hui en exil. Je prends l'exemple de Founike Menguer, l'exemple de Koundono qui est aujourd'hui en France, et nous autres qui sommes encore en Guinée, il y a rare qui osent prendre la parole parce que tu peux te retrouver les heures qui suivent en prison. Donc on est dans ce climat-là. Nous disons que tout ça c'est de pas de nature à pérenniser la paix, la culture sociale, et il faut tenir compte. C'est pourquoi il faut qu'on accepte de travailler les intellectuels de la sous-région pour qu'on arrive très rapidement à une CEDEAO des peuples, sans quoi l'institution telle que c'est aujourd'hui, ça n'arrange personne. D'accord. Alors, avant de conclure ce débat, je vais relancer maintenant Adama Touré qui est malien. Oui, pour lui, le rôle que joue la transition malienne, justement, est un petit peu mitigé. Et là, on va revenir un petit peu sur ce coup d'État au Niger. Alors, Adama Touré, les militaires qui ont fait ce coup d'État au Niger demandent aux partenaires de ne pas s'ingérer dans cette affaire de coup d'État. Alors, pour vous, à qui font-ils allusion selon vous, Adama Touré? Certainement qu'ils font allusion à leurs partenaires traditionnels qui, par ailleurs, a une présence militaire conséquente au Niger, en l'occurrence la France. Donc, ils veulent pas que la France s'ingère dans cette affaire parce qu'elle est militairement présente, elle est diplomatiquement écoutée dans le monde, etc. Et donc, c'est de bonne guerre, et ça, on peut comprendre cela. D'ailleurs, d'une manière générale, sur le principe, on est tous d'accord que la France se mêle moins de nos affaires. C'est tout ce à quoi on aspire, en fait. Maintenant, j'aimerais néanmoins revenir sur le Mali, parce que je pense que le Mali, c'est la transition la plus longue des 4 transitions, des 4 coups d'État qu'on connaît dans la région. Le gouvernement malien nous a fait savoir qu'il travaille sur 3 axes fondamentaux pour faire avancer le pays. Ils ont appelé ça les 3D. C'est pas l'imagerie 3D, mais en fait 3D c'est des mots galvaudés par le gouvernement, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. C'est vraiment important de faire le bilan en 2 secondes. Prenons en 2 ans, en 3 ans maintenant, le bilan de la défense au Mali. Mon homologue du parti UFDG disait tout à l'heure, je crois, que le Mali, c'est de notoriété publique, est occupé à 40% par les djihadistes. J'ajoute que 30% du territoire national sont contrôlés par les autonomistes qui sont les signataires de l'accord de paix, et le gouvernement malien contrôle le reste, vous savez. Donc plus ou moins combien pour cent qui reste à présent? Plus ou moins 30% dans la capitale. Ça veut dire que le Mali, en 3 ans, n'a rien libéré de son territoire, et les djihadistes, ces dernières semaines, ont chassé 20, j'ai cru comprendre qu'ils ont chassé 20 villages. Ils ont fait déplacer 20 villages dans la région du centre du pays, dans la région de Banagara. 20 villages dont les populations sont livrées à eux-mêmes. Ils errent sur les routes pendant que le président se pavane à Saint-Pétersbourg. Adama Touré, est-ce qu'il ne faut pas aller progressivement, puisque le Mali est à reconstruire quand même? Permettez-moi. Nous, au Mali... Et si le colonel Assimi Goïta est allé en Russie, à cette conférence Russie-Afrique, c'est justement pour pouvoir trouver des partenaires également. Bon, on reviendra sur ces formats d'ailleurs des sommets Afrique russe, Afrique-France. Mais ça, c'est vraiment les pratiques d'un ancien, d'une autre époque, ça. On a tous dénoncé le format France-Afrique. Maintenant, on est format russe-Afrique et on trouve ça normal? Non.
ce n'est pas normal qu'un seul pays convoque des chefs d'État africains qui viennent se critiquer et qui viennent se contredire devant. Tout est question, je pense que tout est question de géopolitique quand même, Adama Touré. Oui, mais on y revient. Mais sur le principe, franchement, ce format, ce n'est pas convenable. Vraiment, si ça ne va pas pour la France qui d'ailleurs a du mal à refaire ce type de ce format n'est pas normal pour vous, exactement. On ne sait pas ce que pensent les autres invités et ils vont aussi prendre la parole tout à l'heure pour conclure. Permettez-moi de revenir sur les 3D quand même. C'est important. La sécurité, le résultat est vraiment pas visible. Et c'est évident. Nous, au Mali, on est d'accord de subir un régime militaire, pourvu qu'on ait du résultat en matière de sécurité, parce qu'être confronté au djihad dans son pays, à l'application au gouvernement de la charia dans les milieux ruraux, vous savez, beaucoup de Maliens, leur vie est régentée, est régie par la charia et non pas par les lois du pays. C'est la charia qui s'applique, il n'y a plus de maires dans les villages, il n'y a plus de préfets, il n'y a plus d'enseignants. C'est la charia qui s'applique dans les milieux ruraux, une grande partie du centre et du nord du pays. Le gouvernement ne contrôle que les grands axes routiers. C'est la vérité. Et les grandes villes. Donc, quel bilan sécuritaire en 3 ans? Franchement, à part les achats d'armes et des achats d'armes qui ont affamé le pays, franchement, on a tout mis dans les armes d'une manière tellement opaque. Il n'y a pas de transparence par rapport à tous les achats d'armes qui a eu lieu. Le résultat n'est pas là. Et d'ailleurs, les dons des céréales là, du président Poutine, on attend de pied ferme au Mali parce qu'on s'attend à une famine au Mali cette année. Le coton, cette année, il n'y a eu que 40% de la production. Ça veut dire que l'économie du Mali basée sur le coton qui permet au pays d'avoir de la devise, aux paysans d'avoir un peu de ressources, c'est zéro maintenant. Bon. Et donc le bilan sécuritaire laisse vraiment à désirer. D'accord. On n'a pas reconquis. Vous avez encore 30 secondes. On n'a pas reconquis le territoire. Ensuite, la diplomatie, le Mali s'est fâché avec un bon nombre de ses voisins et beaucoup de pays du monde entier ne travaillent pas avec des régimes militaires, des régimes illégitimes. Bon, ça c'est vite fait. Diplomatie, c'est vraiment assez mitigé. D'accord. Et maintenant, le développement, franchement, on ne sait pas où est quel bilan économique ces personnes peuvent nous présenter devant la famine, devant les sociétés qui ferment et devant des bacheliers de 2020 qui n'ont toujours pas accès aux études universitaires depuis 3 ans. Et donc, il faut quand même, Adama Touré, il faut quand même reconnaître que le Mali est en reconstruction totale quand même. On vous comprend, hein? Je ne vous coupe pas. Gardez votre développement. Permettez-moi de juste dire encore que nous, Maliens, nous fondons beaucoup d'espoir. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette transition parce que nous la voulons comme une période de refaire l'État, de revoir l'État complètement. Beaucoup de gens voient, tout à l'heure, nos amis disaient 3e mandat, 2 mandats, il faut limiter les mandats à 2. Oui, la démocratie électoraliste qu'on a, ça ne va pas. Mais le problème africain est plus profond que ça. D'accord. C'est l'État républicain post-colonial qui est en crise et personne ne veut en parler. Il faut peut-être envisager, et c'est pourquoi notre parti se bat, d'abandonner le format républicain, d'abandonner la démocratie telle qu'on connaît aujourd'hui, électoraliste. De penser à un système plus parlementaire, vous allez conclure plus tard. Fédératif. Il y a beaucoup de mesures comme ça. D'accord. Adama Touré. On n'a pas pu avoir ces débats avec cette réforme constitutionnelle cavalière. On va revenir. Gardez votre développement pour la conclusion. Vous allez conclure également. Vous aurez la parole au moins minimum 2 ou 3 minutes pour conclure ce débat. Maintenant, avant de conclure ce débat avec Adama Coulibaly qui nous accompagne depuis la région parisienne, on a également cette information qui nous est parvenue justement. L'opposant, le grand opposant panafricain, d'ailleurs adjubé par beaucoup d'Africains, serait arrêté au Sénégal. Quelle est votre réaction d'abord avant de conclure ce débat, Adama Coulibaly, puisque vous avez l'information aussi, Adama Coulibaly? Eh bien, il faut dire que Ousmane Sonko avait déjà prévenu qu'il y avait des provocations et qu'il risquait d'être arrêté.
et il a finalement été appréhendé. Ousmane Sonko s'attendait à ça, et nous nous attendions également, tous les panafricanistes, les panafricains s'attendaient à ça. Et je pense que c'est encore une fois la manifestation de cette volonté de maintien sous le fer de la domination néocoloniale nos pays. Parce que M. Sonko, Ousmane Sonko, est un comment dirais-je, un caillou dans la chaussure de la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a suivi l'épisode pathétique de la justice de son inculpation qui a fait flop, et on a trouvé un argument qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi il était poursuivi, pour dire qu'il corrompt la jeunesse. Et maintenant, on s'attendait à ça. Cette fois-ci, on dit qu'on l'a amené à la section des affaires générales. Mais pour quelle raison? Il faut dénoncer cela avec la dernière rigueur, et parce que chaque fois que ça arrange certains, ils ne disent rien en ce qui concerne, par exemple, les pouvoirs militaires au Tchad. Quand ça les arrange, quand c'est des dictatures qui sont en place, qui arrangent certains intérêts, on ne dit rien non plus. D'accord. Docteur Adama Coulibaly, quelles peuvent être les conséquences politiques au Sénégal après cette arrestation d'Ousmane Sonko? Bien sûr, il risque d'y avoir encore des protestations et des manifestations de rue. Et cela est souhaitable, parce qu'il faut qu'on arrête avec cela. Il faut qu'aussi il y ait des manifestations de soutien partout, partout où il y a des Africains qui sont soucieux de la souveraineté du continent. Et quand on parle justement, quand certains veulent, quand on parle de système de démocratie, des systèmes démocratiques, certains parlent de démocratie à condition qu'ils aient les manettes pour pouvoir manipuler le jeu démocratique et rester au pouvoir. Quand des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas susceptibles de répondre au doigt et à l'œil à ce que veulent les intérêts france-africains, en ce qui concerne notre espace, en tout cas francophone, eh bien, on fait tout pour leur créer des problèmes et les écarter. Et ça a été le leitmotiv du pouvoir de Macky Sall jusqu'à maintenant. Donc, je pense que il risque d'y avoir des réactions de la population, de la jeunesse et des démocrates sénégalais, mais il faut que également les panafricains de tout bord et en Afrique et dans la diaspora puissent se mobiliser pour dénoncer cela, protester, pour obtenir la libération immédiate et sans condition d'Ousmane Sonko. D'accord. Alors, docteur Adama Coulibaly, on va maintenant conclure ce débat panafricain avec vous, justement, après ce coup d'État militaire au Niger et cette transition. On s'est posé la question sur le rôle que joue cette transition militaire au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, docteur Adama Coulibaly? S'il y a eu ce coup d'État, précisément dans cette période, c'est bien parce qu'il y a un échec d'un système qui refuse de mourir. Il y a un ouvrage intéressant dont Amzad Boukari Yabara et d'autres sont les auteurs, et l'Empire qui ne veut pas mourir. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, là, cette France-Afrique. Il y a des soubresauts. On a l'impression qu'on a affaire à des soubresauts de fin de règne, de fin d'un cycle, que certains se refusent à accepter, que ce soit à Paris ou plus généralement en Europe et plus globalement encore l'OTAN, et également surtout les dignitaires de nos pouvoirs, de nos pays, et ceux qui profitent, ceux qui ont des avantages et des privilèges avec ces dignitaires. Et ce système-là, il faut le balayer complètement. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et ces soubresauts-là se manifestent de diverses manières, comme le cas de l'arrestation d'Ousmane Sonko, comme certains assassinats qu'on a pu connaître par le passé aussi, et comme aujourd'hui, des coups d'État qui sont intervenus face à quelle situation? Face à des manifestations. On a parlé du cas du Mali tout à l'heure. Mais au Mali, rappelez-vous toutes les manifestations du M5 RFA et les tueries qui s'en sont suivies. La répression de ces manifestations par le pouvoir, et paix à son âme, de Ibeka. Eh bien, quand on regarde ça, on oublie parfois aussi que lorsque Barkhane, d'abord Serval et Barkhane sont arrivés, il y avait
300 villages en insécurité au Mali. Et quand ils partaient, quand le pouvoir malien leur a demandé de partir, il y avait 9 villages en insécurité. Et quand on regarde aussi ce qui se passait au Burkina, il y avait la task force Sabre qui était là. Et il y avait des tueries, on parle le frère Konaté a parlé de 40% du territoire au Mali qui n'est pas sous contrôle. Mais c'est la même chose au Burkina, au Niger, dans tous ces pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une telle situation? Est-ce qu'on doit pleurnicher, parler de démocratie, de choses qui nous viennent d'ailleurs, ou bien est-ce qu'on doit d'abord sauver nos pays qui sont en train de sombrer? Il faut arrêter les assassinats des populations, des forces de défense et de sécurité. Il faut s'organiser pour cela. Parce que quand votre maison brûle, vous ne passez pas le temps à discuter d'abord de la couleur de la peinture que vous allez mettre sur le mur, que vous comptez mettre sur le mur. Donc, ces débats sur la démocratie, sur les coups d'État, c'est important. Mais il y a une urgence aujourd'hui. C'est que les Africains sont dans une pauvreté extrême, alors qu'ils sont assis sur des potentiels de richesse incroyables, qui sont justement désirés par le monde entier. Et c'est les Africains qui devraient pouvoir en bénéficier en premier. Et donc, il faut donc que nous puissions nous mettre ensemble en réalité. Coup d'État ou pas coup d'État. Les coups d'État ne sont pas intervenus par hasard. C'est parce qu'il y a des situations qui ont favorisé cela. Maintenant, on ne peut pas rester avec des discours qui nous sont rapportés, par l'Occident, où nous devons réfléchir par nous-mêmes. Premièrement, sauver le pays, sauver l'Afrique parce que les armes que nous avons, c'est pas les Africains qui les fabriquent, c'est pas eux qui renseignent non plus les terroristes qui nous endeuillent. Donc, il faut arrêter cette descente aux enfers au niveau de la sécurité de nos populations. Et en ce moment-là, si la sécurité revient, nous aurons tout le temps, tout loisir de discuter de la manière dont nous allons organiser notre vivre ensemble, dont nous allons organiser la gestion de la cité africaine et dont nous allons la manière aussi dont nous allons exploiter et organiser l'économie, exploiter nos richesses et organiser l'économie de nos pays et voir dans quelle mesure nous allons nous-mêmes être en mesure de fixer désormais les prix des matières premières avec les autres et non pas les subir comme c'est le cas jusqu'à présent. Il y a des étapes importantes qu'il faut savoir suivre, s'organiser, coopérer comme le feront prochainement, je l'espère, le Niger, le Burkina et le Mali dans la zone des trois frontières pour réduire à leur plus simple expression ces bandits, ces assassins et leurs parrains également et demander à ce que l'Afrique soit libre parce qu'au Niger aujourd'hui, il y a plusieurs bases américaines et plusieurs bases militaires américaines et françaises et européennes. Mais qu'est-ce que ces gens font là-bas depuis tout ce temps et qu'il y ait encore de l'insécurité? Nous devons retrouver notre dignité. Et cette dignité, ça passe par la mobilisation de tous ceux qui aiment l'Afrique et qui veulent penser africain. Et qui pensent que même si nous sommes dans la pauvreté aujourd'hui, nous sommes capables de nous lever nous-mêmes, de travailler, Merci. Et de réduire cette pauvreté et d'assurer un avenir meilleur pour les générations à venir. Et cela est tout à fait possible. Les autres l'ont fait à leur manière. Nous devons trouver la manière dont nous devons savoir la faire. Et les jeunes nous montrent le chemin. Il faut qu'on suive ce chemin-là. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique et panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. On va également conclure ce débat panafricain, justement, coup d'État militaire au Niger et transition militaire au Mali, Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Nouveau départ ou perpétuel recommencement, les nouvelles constitutions adoptées par des assemblées constituantes au Mali et en Guinée-Conakry peuvent-elles réellement mener ces pays vers la démocratie à laquelle leur population aspire? Est-ce que la CEDEAO et l'Union européenne vont-elles finir par prendre la bonne mesure du défi posé par la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique comme mode par excellence de la dévolution du pouvoir politique? Alors, Souleymane Konaté, par rapport à toutes ces interrogations, que direz-vous pour conclure ce débat panafricain?
Avant de conclure le débat, permettez-moi de revenir rapidement sur l'arrestation du jeune leader Ousmane Sonko, ce qui est regrettable non seulement pour les autorités sénégalaises, mais surtout pour le peuple du Sénégal qui aspire à plus de dignité, de démocratie, mais surtout de liberté. Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est une fierté de la jeunesse africaine parce qu'il est opposé à toute forme d'impérialisme pour qu'on arrive à un Sénégal libre, crédible, mais surtout qui aspire, n'est-ce pas, à la bonne gouvernance. Macky Sall a commencé d'abord par Ouad, ensuite il est venu à Khalifa Sall, aujourd'hui c'est le tour d'Ousmane Sonko. Il appartient aux Sénégalais de se mobiliser pour que plus jamais de choses ne se reproduisent dans leur pays, parce que s'il n'est pas vite libéré, cela peut occasionner des scènes de manifestations et de violence sur l'ensemble du territoire sénégalais, ce qui n'est pas bon pour le moment. Autant on condamne les prises de pouvoir par la force de nos forces de défense et de sécurité, autant il faut condamner les agissements de certains de nos président en exercice. Parce que si vous n'êtes pas capable d'autoriser, n'est-ce pas, vos populations de manifester quand ils ne sont pas contents, d'exprimer leur ras-le-bol par rapport à une certaine situation, si vous n'êtes pas capable d'offrir à votre peuple le chemin pour leur permettre de choisir les hommes ou les femmes capables de conduire leur destinée, il va sans dire que vous créez des scènes d'instabilité dans votre pays et cela donne argument aux militaires de prendre le pouvoir. La plupart d'ailleurs qui ont pris les pouvoir dans des conditions comme ça justifie par le fait qu'il n'y a pas de démocratie, il y a la personnalisation du pouvoir et qu'on ne veut pas ouvrir le jeu démocratique. Cela est regrettable pour le Sénégal qui donne jusqu'à présent un bel exemple. Pour conclure, je suis totalement d'accord avec M. Koulibaly sur bon nombre d'aspects. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à revoir en Afrique et cela interpelle les intellectuels. Surtout, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on discute sur comment on veut que notre sous-région puisse s'en sortir. Il faut arriver très rapidement à la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, que ce soit la France, que ce soit la Russie, toutes ces puissances qui interviennent en Afrique, ils n'interviennent que pour leurs intérêts. Je vous donne le cas guinéen. Avant la chute du régime de M. Alpha Condé, on était le pays qui produisait 100 millions de tonnes de bauxite. Et la dernière revue du FMI et de la Banque mondiale, ils sont arrivés à la conclusion que cela rapporte au pays 800 millions de dollars américains chaque 6 mois. Et aux 400 millions de dollars américains, on sait où ça va. Les 400 autres millions, ça va dans les postes, n'est-ce pas, des dignitaires du régime. Il y a des marchés de gré à gré qui ont été octroyés aux proches du président. Ça fait qu'aujourd'hui, les militaires ont arrêté beaucoup parmi eux. Un seul fonctionnaire qui est payé à quelque chose de 4 millions de francs guinéens, vous retrouvez 100 millions sur son compte bancaire. C'est l'argent de la triche, c'est du vol, c'est de l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, que les militaires prennent le temps de corriger tout ça, nous saluons cela. Deuxièmement, il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à trouver de l'occupation pour notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui cette jeunesse est abandonnée à elle-même. C'est pourquoi nous disons que les pays occidentaux, il faut qu'ils arrêtent ce mécanisme d'intervention dans notre pays dont le seul objectif est de maintenir ces gourous au pouvoir pour tirer leur épingle de jeu. Cette période est révolue en Afrique parce que la jeunesse africaine prend conscience de la gravité de la situation et elle se bat tous les jours pour que cela change. Aujourd'hui, on ne veut pas qu'il y ait de l'immigration massive vers l'Occident, mais si vous n'êtes pas capable de protéger la paix, la sécurité des gens dans leur pays, vous piller leurs ressources, ça va sans dire qu'ils ne trouveront pas d'espoir dans leur pays, ce qui amène aujourd'hui beaucoup de nos frères, très malheureusement, à se jeter dans la mer à la recherche du bonheur qu'ils espèrent trouver en Occident là-bas. Donc cela demande beaucoup de choses. Aujourd'hui, la précarité est indescriptible dans les pays de la sous-région et pendant ce temps, les chefs d'État continuent à s'enrichir, les proches des présidents continuent à s'enrichir. Nous, en Guinée, ceux qui étaient dans l'opposition un moment avec nous pour se battre contre le régime arbitraire de M. Alpha Condé, aujourd'hui, beaucoup travaillent avec les militaires, ils continuent à s'enrichir. Ce qui nous amène à dire que véritablement rien n'a changé. Et beaucoup d'intellectuels aujourd'hui se battent non pas pour que les choses changent dans leur pays, mais c'est parce qu'ils veulent avoir leur part du gâteau par rapport à la répartition des richesses que nous disposons. Donc ça demande énormément de travail. Et nous, du côté de la Guinée, les gens sont en train de s'organiser par rapport à cela pour qu'on définisse un cadre de travail sérieux qui puisse amener les intellectuels à réfléchir sur comment changer fondamentalement notre pays pour permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens de tirer leur épingle de jeu par rapport aux énormes richesses que nous disposons, mais malheureusement qui ne profitent pas à l'écrasante majorité de la population. En tout cas, merci également Souleymane Konaté. Je rappelle que vous êtes membre du conseil politique de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Vous êtes également son chargé de communication. Merci et salutations patriotiques et fraternelles à tous les Guinéens en Guinée-Conakry qui, bien évidemment, nous suivent très bien sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Merci infiniment.
Souleymane Konaté, bonsoir. Merci pour l'opportunité et merci pour tout ce que vous faites pour le continent africain. Merci. On va également conclure avec notre dernier invité, Adama Touré, qui est malien. Il est même ici en Suisse. Adama Touré, vous avez suivi surtout la conclusion de nos invités panafricains. Et vous, vous êtes malien. Vous dites que oui, le rôle que joue la transition malienne au Mali, un petit peu pour vous mitigé. Vous l'avez dit, vous avez donné vos raisons. Alors que direz-vous concrètement pour conclure ce débat après justement ce coup d'État au Niger et le rôle que joue la transition militaire au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso? Adama Touré. Merci Sylvain. En fait, nous souhaiterions qu'il y ait justement qu'on mette cette période de transition à profit dans nos pays respectifs pour refonder nos États de fond en comble, pour revoir vraiment tous les paramètres de l'État. Puisque c'est l'État qui est en crise. Ce n'est pas seulement la France-Afrique. Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. L'État africain est pourri. L'État africain est inadapté. L'État africain n'est valable, ne bande que dans la capitale. Excusez-moi si le terme est un peu vulgaire. Que dans la capitale. À part la capitale, l'État n'agit pas. Je vous donne juste un exemple. Au Mali, aujourd'hui, il n'y a que la capitale qui fonctionne et l'État, les services publics, l'armée, enfin la police, l'effectif de la police, des enseignants, tout est à Bamako. Et il n'y a que Bamako qui fonctionne. Pour un Mali de 1 241 000 km² et 20 millions de population, ça ne va pas. Nos États, ça ne va pas. Le problème, c'est ça. L'État est pourri et foutu. Je m'excuse si c'est vulgaire, mais c'est ça. Regardez, vous savez qu'est-ce qui justifie le succès du djihad au Mali? Le fait est que les djihadistes, là, ils ont amené un système, leur système à eux, qui est un système très rigoureux, liberticide, mais un système moins corrompu et un système adapté plus ou moins aux réalités sociologiques de ces populations rurales. C'est pour ça ils préfèrent ça ils préfèrent les commandants djihadistes qui rend la justice en deux jours que le juge de paix malien qui te retire tous tes bœufs et qui fait ton divorce après 3 ans. Et sur le plan judiciaire, sur le plan administratif, sur le plan culturel, ça ne va pas l'État. D'abord, définissons l'État. L'État, c'est quoi? L'État, c'est pas seulement un appareil politique qui est là. Non, l'État, c'est cet outil qui est là, dont dispose un territoire et un peuple pour promouvoir ses droits culturels, pour préserver ses droits culturels, ses acquis culturels. D'abord, c'est ça l'État. Ça veut dire que l'État veille à ce que sur un territoire donné, le mode de vie des habitants, la langue des habitants, le culte des habitants soit préservé des attaques étrangères. 30 secondes pour conclure le débat. Pour nos États, ce n'est pas le cas. La constitution du Mali qu'on vient de revoir. La constitution dit que nous sommes maintenant, nos cultures sont reconnues, officialisées. Le président part maintenant à un sommet international. Il se permet de parler français encore là-bas. Mais ça veut dire quoi finalement? Lors de la proclamation même de cette constitution. Donc pour vous, il doit se déplacer. Il doit se déplacer avec quelqu'un qui a traduit. Donc c'est quand même sur le plan international. Ça va de soi. C'est un sommet international. Mais écoutez, les Russes ne parlent pas français. Les Russes ne parlent pas français. Si, il y a certains Russes qui parlent français. Il y a quand même certains Russes qui parlent français. Je ne pense pas que le problème se pose au niveau des langues, quand même. Écoutez, c'est essentiel. 30 secondes pour conclure, Adama Touré. C'est la raison d'être de l'État. C'est que nous reconnaissons dans l'État, dans nos identités culturelles, dans nos langues, etc. Et que l'État soit un appareil pour promouvoir tout ça, intellectuellement, administrativement, scientifiquement, politiquement. Donc, d'entendre nos langues et raisonner dans ces sommets internationaux, c'est ça qui fait qu'on existe. C'est ça qui fait le Mali. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Je vous comprends. Attendez. Encore 30 secondes pour conclure le débat, s'il te plaît. Dire aux Maliens, nous allons faire une constitution
vous allez vous reconnaître, vos droits culturels sont préservés, les pays maintenant, vos langues sont reconnues. Et ensuite, vous continuez à faire comme si de rien n'était, à parler dans la langue du pays que vous insultez tous les jours. Mais c'est quoi? D'accord. On ne vous demande pas de choses compliquées, mais juste parler. Merci. C'est facile de parler. On a compris. Mais je vous laisse beaucoup de temps, camarade. Adama Touré. Hein. Merci, mais permettez-moi de 30 secondes, sinon on doit conclure. Ok. Je disais juste que il faut revoir l'État complètement. Nous, en Afrique, surtout au Mali, nous avons un système coutumier, on a une tradition institutionnelle multiséculaire. Pourquoi ne pas réhabiliter cela? Il y a des pays comme la Syrie qui a continué avec son système coutumier jusqu'à l'avènement de l'État fédéral qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le système fédératif coutumier, on veut de ça. C'est ça qui permet aux gens de se prendre en charge dans leur localité et de régir leur vie publique dans les langues locales. C'est ça qui permet aux communautés d'être représentées. On a compris. Mais aujourd'hui, nous sommes vers une poutinisation de nos régimes. Le Mali vient de dire que sa doctrine politique repose sur 3 piliers. Et le premier pilier, c'est la reconnaissance de sa souveraineté. Le deuxième pilier, c'est le respect des choix de ses partenaires. Et le troisième pilier, c'est que toutes les décisions se fondent sur les intérêts fondamentaux du pays. Et le Mali espère qu'un pays comme la Russie va respecter cela. Je vais vous dire une chose pour conclure. Je suis désolé, hein. Je vous ai donné beaucoup de temps. On doit respecter le temps quand même de débat. Hein. Oui, je m'excuse, mais permettez-moi de conclure par ces points. Aujourd'hui, la Russie, ce n'est pas mieux que la France-Afrique. La Russie ne va jamais respecter les choix des partenaires stratégiques du Mali si ces choix s'opposaient aux choix des Russes. On en voit le cas avec l'Ukraine aujourd'hui. Ils étaient frères. Aujourd'hui, les choix n'étaient plus pareils. Est-ce que la Russie... Imaginez que l'Ukraine pose ces 3 principes comme sa politique, comme président à sa politique, à sa politique internationale. Vous voyez que tout est violé par la Russie aujourd'hui. D'accord. Donc, la Russie... Merci. Le danger majeur que je vais annoncer de je la pense Russie, que, je vais prévenir je pense que votre message est passé. Si vous êtes plus ami avec la Russie, votre pays sera en sécession. D'accord. On va poser le débat plus tard. On laisse nos pays en entier. Adama Touré, dès que vous tournez je suis obligé de vous arrêter. La sécession, la sécession en 2 ou 3 parties selon on va reposer le débat. Et la partie anti-russe. Merci. En tout cas, merci infiniment, mais je pense qu'on ne peut pas tout dire dans un débat. C'est pour ça qu'il faut conclure. On a un débat, donc vous posez un autre débat. En tout cas, merci beaucoup, Adama Touré. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti coutumier dignitaire des institutions natives, partis politiques basés ici même en Europe, notamment en Suisse. Je rappelle que vous êtes malien. Merci infiniment à tous nos amis panafricains et panafricaines qui nous ont suivis sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Et on réitère toujours cette citation de Feu Thomas Sankara, qui est, je dirais, la réincarnation même à ce sommet. Le capitaine Traoré a encore réitéré ce message de Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.